remercier d'être venu. On sait que vous avez une journée un peu chargée aujourd'hui, puisqu'il y avait une conférence un peu avant. Voilà, on voulait faire le petit point, puisque vous avez vu que la semaine a été chargée en péripéties, qui ne sont pas de notre fait. On fait le point sur ces éléments, avec une stricte neutralité d'ailleurs, mais qui ne sont pas de notre fait, mais qui sont révélateurs. Donc on va faire un petit point, juste pour vous dire où on en est. Et si vous voulez bien, on va commencer justement par l'approbation ministérielle qui est tombée. Alors, comme vous l'avez vu, là, le 6 avril, il y a eu une décision ministérielle, entre guillemets, vous verrez pourquoi. Ça n'a pas été une surprise pour nous, puisqu'elle était attendue. Et elle fait suite, en fait, à la réunion du COPI du 9 janvier. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette décision ministérielle? Pas grand-chose. Mais il y a quand même 3 points qui ont attiré notre attention. Tout d'abord, cette décision va permettre de démarrer les acquisitions foncières. Et là, nous lançons un appel aux élus afin qu'ils mettent tout en œuvre pour barrer la route à la spéculation foncière qui se met en place de façon légale, mais illégitime en l'absence d'enquête d'utilité publique. La deuxième chose, c'est que les sondages vont redémarrer. Le texte stipule en effet, vous le verrez, vous indiquerez à quel moment il vous apparaîtra nécessaire de procéder au sondage afin que les conditions de la réalisation puissent être partagées avec les préfets concernés. Et tout comme pour les premières tentatives de sondage, nous nous y opposerons encore fermement. La troisième chose, et c'est surtout la plus importante, c'est le flou et l'imprécision de la décision concernant le Pays Basque. Qu'est-ce que dit la décision ministérielle? Elle dit « Vous veillerez à prendre en compte des hypothèses de réalisation cohérentes avec la saturation prévisible des capacités de la ligne existante et intégrant l'avancée des travaux de l'Observatoire des trafics et des évolutions économiques transfrontalières. » Ceci laisse tout ouvert du grand passage en force au report lointain de la construction de la ligne. En effet, comment intégrer l'avancée des travaux de l'Observatoire des trafics alors qu'il balbutie juste et que nous n'aurons une juste vision que vers les années 2023. Dans ces conditions, alors qu'aucun critère objectif ne permet d'affirmer que la voie actuelle sera saturée et que les éléments prouvant l'inutilité de la nouvelle voie s'accumulent, est-il légitime de lancer une enquête d'utilité publique? Et nous renouvelons encore cette exigence d'un moratoire sur l'enquête d'utilité publique, dont le résultat d'ailleurs paraît déjà acquis, puisque la déclaration d'utilité publique est d'ores et déjà programmée pour 2014. Enfin, le fait d'effectuer cette enquête sur l'ensemble du GPSO, alors que toutes les études ont été réalisées tronçon par tronçon, démontre à quel point RFF veut passer en force et contre l'avis des populations qui se sont exprimées dans les référendums et lors des consultations organisées par RFF lui-même. Et enfin, pour terminer, vous avez vu que dans un communiqué de presse, Mme Alliot-Marie, le 12 avril, conteste la validité juridique de cette décision ministérielle. Elle sous-entend en effet que Thierry Mariani, le ministre des Transports, n'était pas au courant de la lettre signée par son directeur général. Alors, ce qu'on déclare là-dessus, c'est qu'en dehors de toute considération de politique politicienne, les 2 informations données par MAM sont révélatrices de la mainmise et des méthodes de l'oligarchie dominante sur notre gouvernance. La décision n'est plus politique, elle est de l'ordre du technocrate. Les 2 accusations de MAM en sont la preuve. Par l'exemple, un directeur de cabinet haut fonctionnaire, c'est-à-dire un technicien, signe en lieu et place d'un ministre, c'est-à-dire d'un politique, qui lui est parti en campagne. Un haut fonctionnaire quitte ses fonctions pour aller prendre de hautes responsabilités dans l'entreprise RFF.
qui était censé contrôler au nom de l'État. Donc, ce haut fonctionnaire, vous avez peut-être cherché qui c'est, il s'agit de M. Mathieu Chabanel. M. Mathieu Chabanel était conseiller de François Fillon au transport. Et aujourd'hui, il est directeur adjoint à la communication à RFF. Les propos que tient MAM, nous avons déjà en son temps, nous, dénoncé la même chose, c'est-à-dire la mainmise des X-ponts, des gens qui ont fait Polytechnique et les ponts et chaussées, sur le dossier de la LGV. Alors vous allez voir le fil rouge que l'on suit, c'est Hubert Duménil, PDG de RFF, c'est Xavier Huillard, PDG de Vinci, ce sont Christian Pitié, auteur du transport, auteur du rapport du CGEDD, directeur, c'est Mathieu Chabanel, le transfuge qui est évoqué par MAM, le monsieur qui est passé à RFF, c'est Daniel Burceau, c'est le signataire de la lettre donc, qui a été remise, la lettre d'approbation donc, du tracé, et tous ces gens-là, eh bien, ce sont des X-ports, c'est ce qu'on appelle un réseau au service de Réseau Ferré de France, bien sûr. La seule incertitude qui demeure, c'est cette colère médiatique de Madame Alliot-Marie. Aura-t-elle une suite juridique ou restera-t-elle une prise de position opportuniste en période électorale? Et cette question mérite d'être posée parce que, comme vous l'avez vu, Matignon dément les propos de Madame Alliot-Marie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Et que M. Mariani reste muet. Oui. Voilà un petit peu sur ce point, on y reviendra si vous le voulez. Bien, ensuite, dans le même temps, après plusieurs réunions de l'Observatoire des transports, nous pouvons annoncer aujourd'hui que la saturation des voies, déjà reportée de plus d'une décennie, de 2020 à 2030-2035, par le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable, aujourd'hui, ces saturations s'éloignent encore davantage. Et nous allons vous en parler un petit peu. C'est toi qui en parles? Vas-y, à toi de jouer. Alors, au niveau de la saturation, donc, le projet de ligne nouvelle, vous savez, c'était la connexion de la péninsule ibérique avec le nord de l'Europe. Okay, donc, on va quand même, nous, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la péninsule ibérique et comment le réseau a été conçu là-bas. Le préfet Stefanini, lors de la dernière plénière, a reproché à RFF son manque de concertation avec les instances Anegualde et avec Fomento. Il leur a dit, vous allez immédiatement enquêter, savoir ce qu'il en est exactement, etc. Parce que effectivement, il y a un manque énorme, il y a un trou énorme en ce qui concerne l'information sur ce qui va se passer à Anegualde. Or, c'est ça même qui définit le projet ici. Et on a appris, au mois d'août 2011, par exemple, il y avait une modification sur le Y basque. Il n'y aurait plus seulement 3 gares, mais il y en aura 6 maintenant, globalement. Et parmi ces 6 gares, il y aura Esquillo-Itsachó. Esquillo-Itsachó, c'était initialement un point d'arrêt des trains. C'était un point là où les trains pouvaient se doubler. C'est-à-dire que, comme le Y basque était mixte, il y avait des trains de marchandises et des trains de voyageurs qui devaient circuler dessus. Étant donné que les trains de voyageurs circulent plus vite que les trains de marchandises, pour ne pas créer de bouchons, on a donc mis en place ce qu'on appelle des voies d'évitement au niveau d'Esquillo-Itsachó parce que c'est le seul endroit du Y basque où on dispose de 2 km de voies à l'air libre et plat. Le seul endroit. Donc, c'est à Esquillo-Itsachó qu'il a été décidé de faire ces voies d'évitement, de façon à croiser les voyageurs et les marchandises. Or, ce projet-là a un petit peu évolué sur Esquillo-Itsachó puisqu'on a décidé au mois d'août 2011 d'en faire également une gare. Alors si on regarde un petit peu les prévisions de Fomento sur la gare, on s'aperçoit que c'est une moyenne de 100 passagers par jour qui sont prévus à l'horizon 2020. Alors, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on va investir dans une gare. Mais, chose beaucoup plus intéressante,
c'est que dans le rapport de Fomento, on apprend que les trains qui circulent sur les voies existantes, les trains de marchandises circulant sur les voies existantes, représentent plus de 60% des trains de marchandises qui vont normalement se diriger vers la frontière. 60% du trafic marchandises sur les voies existantes. Or, il s'avère que d'après le rapport de Fomento, les trains circulant sur les voies existantes ne peuvent pas emprunter le Y basque. Ça, c'est très important. Pour la bonne raison, c'est qu'il était prévu normalement qu'au niveau de la Stigarraga, se rejoignaient les réseaux existants et le nouveau réseau de Y basque. Or, on apprend que les trains de marchandises du réseau existant donc, ne peuvent pas passer sur le réseau Y basque. Alors, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu une variante qui ira d'Astigarraga jusqu'à Irún, parce qu'on ne veut pas faire passer les trains de marchandises à l'intérieur, s'il n'y a pas Saint-Sébastien, Pachaïa, etc. Donc, on va construire une variante dont les caractéristiques seront de pouvoir accepter les trains et du Y basque et de la voie existante. Et cette variante-là va arriver à Irún. Mais alors la question se pose, ces trains de marchandises-là, normalement, ils devaient passer sur la nouvelle voie ici. Or, la nouvelle voie ici, elle a les mêmes caractéristiques que le Y, voire même un dévers plus accentué. Hein, si les trains ne peuvent pas emprunter, si les trains de la conventionnelle espagnole ne peuvent pas emprunter le Y basque, c'est parce que le Y basque est pourvu d'un dévers accentué pour compenser, vous savez, l'inconfort dû à la vitesse dans les virages. Hein. Donc il y a un dévers qui est accentué et qui est approprié au train à une certaine vitesse. C'est la raison pour laquelle les trains de marchandises ne peuvent pas circuler sur le Y basque. Ils circuleraient trop lentement et à ce moment-là détruiraient le ballast, etc. Et il y aurait une usure prématurée du réseau. Et donc la question se pose également ici. Ces trains-là, c'est 60% du trafic marchandises ne pourra pas emprunter la voie nouvelle. Et ça, RFF n'en a jamais parlé, bien entendu, et il évite évidemment d'en parler. Ça, c'est un gros élément en ce qui concerne la saturation de la voie. C'est quelque chose qui est même pratiquement fondamental. Dans le même temps, les estimations de RFF pour 2035 ne prévoient plus qu'un seul aller-retour à partir de Hanoï. Et prévoit 13 allers-retours à partir de Mouguer. Et quand on sait que nous vous avons diffusé, copié-collé du compte rendu de l'Observatoire des transports, nous avons interpellé, le RFF annonce que ces plateformes n'existeront plus quand il y aura l'écartement international de l'autre côté, on se demande ce qui va rester de fret au Pays Basque. Rien. Voilà. Et ensuite, au niveau de la saturation des voies qui s'éloignent, l'élément essentiel retenu par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, c'est la croissance. Et la croissance du PIB en particulier. Or, aujourd'hui, ces choses-là sont en train de s'aggraver. Là, c'est M. Lavictoire qui va intervenir là-dessus. Oui, le rapport du CGEDD mentionnait que les causes principales, on peut peut-être que les causes principales de la croissance de la demande de fret se trouvaient principalement du côté espagnol. Et à partir de cela, il établissait les dernières prévisions qu'avait prises en compte RFF, qui considérait que la saturation des voies existantes n'arriverait qu'en 2030 ou 2035. Dans cette dernière estimation, RFF tablait sur une évolution du PIB espagnol de 2009 à 2025, sur une évolution du PIB à 2,52%. Après 2026 à 1,37%. Et pour la France, il établissait une prévision du PIB à 1,46%. Or, comme vous entendez régulièrement, les prévisions concernant l'évolution du PIB, espagnol en particulier, mais même celui de la France, est totalement différent. Je vous ai donné dans le document les prévisions qui sont tirées d'Eurostat. J'ai pris les prévisions d'Eurostat concernant les évolutions du PIB, parce que comme c'est un projet européen et que, d'une manière générale, les prévisions d'Eurostat ménagent beaucoup la totalité de la communauté européenne, je me suis reporté à ces prévisions-là. Et comme vous pouvez le voir,
les réalités du PIB en Espagne pour 2009, 2010 et 2011 sont loin des 2,52% qui étaient pris en compte dans le rapport du CGEDD. Dans le rapport du CGEDD et par RFF, pour établir que la saturation des lignes existantes se ferait entre 2030 et 2035. Je passe sur le Portugal parce que là, c'est encore pire. Mais en ce qui concerne la France, on est loin des 1,46% qui étaient prévus de 2009 à 2025. Et en ce qui concerne la France, en 2011, on était à 1,7. On est à 0,4 confirmé par différents rapports aujourd'hui de la Banque de France. Pour 2012, on est à 0,4%. Et on en revient aux environs de 1,4% du PIB en 2013 sur des prévisions correspondantes. Et le FMI a dit 0,5. Et le FMI et 1 pour 2013 hier. Exact. Voilà. Alors moi j'insiste sur les statistiques Eurostat parce que ce sont des statistiques qui sont, à mon avis, entre guillemets, les plus favorables je dirais, à la communauté européenne. Si on prend celles du FMI, qui sont, comme l'a rappelé M. Pachon, un petit peu plus catastrophiques, si on prend celles de l'OCDE, elles sont encore bien inférieures. Ma première conclusion est la suivante. Si déjà, par rapport aux prévisions, aux études 2006, on avait réduit les évolutions du PIB, que ce PIB est considéré dans le rapport du CGEDD comme la cause principale de demande de fret venant du côté espagnol, et si à cette époque-là, on était en prévision 2030-2035, on a déjà, par rapport à ces prévisions de 52%, pris 5 ans de retard. Donc, une petite logique consiste à dire que 2035 est repoussé, au moins à 2040. Et il est certainement envisagé de repousser encore cette saturation, motivée principalement par le fret venant d'Espagne, après 2040. Comme par hasard, les évolutions du PIB, qui sont un des facteurs qui doit être analysé dans l'Observatoire des trafics, est un point sur lequel on n'est jamais revenu jusqu'à présent. Les prochaines réunions de l'Observatoire sont, à notre avis, prévues après les élections. Donc, on ne discutera de ces évolutions du PIB que dans le meilleur des cas, en automne de cette année. C'est quand même un point fondamental. L'État, au cours de l'Observatoire des transports, c'est lui qui annonce que ça sera après 2020, vers 2022, 2023, au moins que l'Observatoire des transports pourra avoir une idée réelle des augmentations ou pas d'augmentation sur le trafic des lignes. Vous voyez qu'il ne s'inquiète pas trop à un horizon court sur la saturation des lignes, c'est éloigné à leurs yeux au moins jusqu'à 2023. Donc vous avez vu que quand on dit que la saturation s'éloigne, il y a à la fois ce qui se passe de l'autre côté où on était resté sur 124 trains maximum fournis, entre guillemets, par l'État espagnol. On s'attend à ce que, à la demande de RFF, il y ait un effort pour en gagner 5, 6, 8, pour essayer à tout prix de saturer un petit peu les voies. Mais vous voyez que sur la croissance, il va y avoir au minimum, à notre avis, un report de la saturation aussi important que la première crise. Et ensuite, il y a un autre élément qui va à l'encontre de saturation des voies, c'est effectivement les mesures qui sont prises aujourd'hui, et que nous ne soutenons pas, évidemment, mais qui vont carrément contre le ferroviaire. Donc nous avons cité l'autorisation des camions à 44 tonnes. Je viens de voir un document hier des transporteurs routiers, ils sont en train de faire un forcing pour des camions à 52 tonnes, et là nous allons avoir vraiment une concurrence sur le wagon, et en particulier sur le wagon isolé qui va s'effondrer complètement. Un autre aspect aussi, c'est que si l'on en croit la SNCF dans les documents du débat public, 55% des marchandises échangées à la frontière sont des voitures ou des pièces de voitures.
Donc vous avez, là ça y est, la prime à la casse, l'effet prime à la casse est liquidé, et vous pouvez entendre la radio, etc., et les médias aujourd'hui sur l'automobile. Et en plus, la stratégie des constructeurs automobiles, c'est la même qu'ils ont appliquée à un moment donné sur le Portugal et l'Espagne. C'était donc des salaires, quand l'Espagne et le Portugal sont rentrés dans le marché commun, c'était des salaires plus faibles, et il y avait un marché automobile important à prendre sur l'Espagne et le Portugal. Désormais, ce raisonnement est en train de se reporter sur les pays de l'Est. On ne parle pas du Maroc, etc., mais en particulier sur les pays de l'Est, où il y a des salaires bien plus faibles et un marché automobile important. Donc, ce report-là va aussi à l'encontre de la saturation des voies. Donc, vous voyez que les indicateurs vont à l'encontre de cela. Alors, nos adversaires vont nous dire, oui, mais quand il y aura l'écartement européen, il y aura un apport de frais. Et c'est leur seul espoir à l'heure actuelle au niveau de l'Observatoire des transports. Nous disons simplement, par rapport à ça, c'est que le tonnage estimé par RFF, qui avait été jugé surestimé par les experts suisses, à juste raison, mais on le reprend quand même. Le tonnage estimé par RFF, apporté par la mise à l'écartement international du côté espagnol, c'était 5,7 millions de tonnes annuelles maximum. Et 5,7 millions. Aujourd'hui, on est à moins de 2 millions. Eh bien, c'est très très largement acceptable par les lignes existantes. Et je rappelle que l'autoroute ferroviaire, en 2020, s'ils y parviennent, parce que je vous invite à prendre le rapport de la Cour des comptes sur les autoroutes ferroviaires, qui est assez sévère, ce n'est pas 30 allers-retours qui sont prévus en 2020, mais 40. Voilà. C'est dans ce contexte-là que se présentent pour nous les élections. Sur les présidentielles, c'est clair, nous ne donnerons pas de mot d'ordre sur les présidentielles. Les présidentielles vont se déterminer sur des problèmes nationaux et sur des problèmes, certes, le problème du transport est important, mais des problèmes d'emploi, des problèmes bien plus importants et bien plus généraux que celui-là. Donc, par contre, nous allons intervenir sur les législatives. Au premier tour des législatives, nous allons interroger tous les candidats. Et en fonction de leurs réponses, nous publierons toutes leurs réponses pour que ce soit clair pour les électeurs. Des questions sur la LGV? Oui, alors là nous poserons une question sur la LGV, et là ça sera clair pour les électeurs. D'ailleurs, on a déjà sur un certain nombre de candidats des indications, et sans qu'on ait commencé à envoyer notre courrier, il y a pas mal de candidats qui s'expriment là-dessus. Et ça sera connu de tout le monde, et nous appellerons au premier tour à sanctionner à nouveau les candidats aux législatives pro-LGV. Au second tour, comme d'habitude, nous laisserons la liberté totale à nos adhérents, afin que leur point de vue et leurs valeurs, qu'ils s'expriment selon leurs valeurs. Mais au premier tour, nous interrogerons tous ces gens. Voilà. Et enfin, nous voulons attirer l'attention sur l'inculpation des des 3 plus 1 entartreurs de Toul. Ce qui est demandé dans leur inculpation, c'est de 4 jusqu'à 10 ans pour l'un d'eux qui est un élu. Ça nous semble exorbitant. Donc, si on appliquait ça au célèbre entartreur belge, il serait en prison à vie depuis longtemps. Donc, pour nous, un entartrage, ce n'est pas un attentat. Et donc, nous appelons à la solidarité, et en particulier tous ceux qui le peuvent, à aller samedi 21 avril à 18 h à Pampelune pour le soutien à ces 3 jeunes, ces 3 plus 1 jeunes, à ces 4 publics. Voilà, et si vous voulez, bien, on peut passer aux questions. Quelques compléments à apporter quand même au niveau du financement. Madame Alliot-Marie a clairement expliqué les choses en disant que les fonctionnaires ont eu peur sur le long terme du chantage que fait Alain Rousset au financement de la LGV Tours-Bordeaux. Selon elle, en effet, le président PS du Conseil régional d'Aquitaine dit s'il n'y a pas de tracé de la 2e voie à travers le Pays Basque,
il ne veut pas financer la partie Tours-Bordeaux de la LGV, qui est la partie la plus urgente et tout à fait nécessaire. Choses sont posées. D'autre part, sur l'approbation ministérielle, il est dit clairement, et ça nous a quand même un petit peu interpellés, le financement de ce programme, c'est-à-dire le GPSO, par les partenaires constituera une avance de leur part sur le cofinancement des concours publics nécessaires à la réalisation des travaux. Autrement dit, d'ores et déjà, on a impliqué les collectivités territoriales sur l'ensemble du financement du GPSO. Or, il était prévu dès l'origine que le tronçon Dax-Vitoria serait financé exclusivement par l'État et la communauté européenne. Donc, il y a déjà un revirement d'après M. Daniel Burso, qui est le signataire de l'approbation ministérielle. Un autre petit élément qui nous a également surpris, c'est la réaction de la région lorsqu'ils ont pris connaissance de l'approbation ministérielle. Elle met ainsi en phase ce projet avec la réalisation de l'Y Basque qui sera opérationnel en 2017 via la ligne existante entre Astigarraga et Irún. Autrement dit, la région n'envisage la liaison européenne qu'à travers la ligne existante. Voilà. Ensuite, un autre élément quand même, pour revenir sur les trains de marchandises, lors de la dernière plénière avec le préfet de région, RFF avait admis que si l'on faisait le choix entre la vitesse et la capacité, c'est-à-dire plutôt, si on allait plutôt vers la capacité, c'est-à-dire avec des trains qui circulent à peu près à la même vitesse, ou des vitesses très proches sur la voie existante, la voie ne serait pas saturée. Par contre, si on faisait le choix de la vitesse, c'est-à-dire que si on voulait faire circuler des trains, comme ils appellent les trains bolides, à ce moment-là, la voie existante serait saturée. Donc, vu que la grande majorité des trains de marchandises ne pourront pas rouler très vite, le choix, il est déjà fait. Hein, c'est la petite vitesse qu'il va falloir mettre en place, donc de la capacité en plus. Voilà. Si vous voulez, on va se aux questions. Aux questions. On a fait un petit effort pour ne pas faire trop chiffres. Hein, mais si, dans les propos que nous avons tenus, si vous contestez un chiffre, etc., si vous voulez avoir le document qui correspond, on fera tout pour vous le donner. Je pense qu'on en a pas mal à vous le donner. Donc, voilà. Donc, si vous le désirez, on essayera de mettre en face de nos propos les documents. Il y a une question auquel sans doute vous n'avez pas la réponse, mais qui est une éventualité très forte, c'est que l'État espagnol et Ana Pastor ont juré qu'ils feraient le Y basque. Et en étalant, donc 2016, 17, peut-être 18 ou 2020, et côté français, est-ce que tout simplement, quel que soit le président élu, il ne va pas payer dans les dépenses, et en particulier juger, comme le laisse entendre déjà François Hollande, que il y a peut-être beaucoup trop d'argent dépensé par RFF et qu'il y a des projets urgents et d'autres qui sont moins. Oui, je n'ai pas bien compris ta question. La question, c'est qu'il n'y aura pas d'argent pour financer. Qu'il n'y aura pas d'argent pour financer. On a une réponse. Tu vois le tronçon Dax. Dax-Vitoria. Ça sera pas urgent. Ce qui est remarquable, c'est ce que je cherchais, que j'ai quelque part par là, c'est la réponse que nous a fait Roland Ries. La réponse qu'a fait Roland Ries, c'est pratiquement la réponse. C'est le maire de Strasbourg et c'est le chargé de campagne transport de Hollande. C'est pratiquement la même réponse que NKM après les assises du ferroviaire. En fait, Roland Ries s'est calqué sur les conclusions des assises du ferroviaire. Et donc, il y a une chose que NKM, c'est assez rigolo, parce que NKM, tout le monde lui a sauté dessus en disant il ne faut pas dissocier Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne des GPSO, et Roland Ries, boum, et il dissocie d'entrée. Et il dit qu'il y aura toute une série de projets où il faudra regarder. Donc, on est à peu près dans... Évidemment, nous pensons que la réalité s'imposera à quelle que soit l'équipe du candidat élu. Et que le problème financier en est un important. Nous attendons, s'il y en a certains qui sont élus, il y en a qui vont œuvrer plus que d'autres, peut-être à un soutien du service public ou à une relance, etc. Mais il restera le contenu financier. Nous
sommes aussi conscients qu'il y a là un certain remue-ménage dans les couloirs. Même M. Pousset dit les PPP, plus jamais ça, partenariat public-privé. Et nous avons dans les tiroirs une banque régionale plus ou moins importante qui aura plus ou moins de crédit pour les PME, etc. Et peut-être aussi pour les infrastructures. Donc il y a une recherche, en tout cas une recherche, pour financer les projets parce que le financement n'est pas là. Alors, je pense qu'il y aura des tentatives par-ci, par-là, mais que la réalité économique, qu'on vous a décrit avec l'automobile, les taux de croissance, etc., et les réalités financières s'imposeront à chacun. Ceci dit, nous n'attendrons pas ce cadeau venu du ciel. Et nous sommes conscients que si nous n'avions pas bougé, en 92 comme nous n'avions pas bougé depuis 2006, il se peut qu'aujourd'hui le coup soit déjà parti. Donc nous nous appuierons complètement sur la mobilisation. Et donc nous prévoyons, pour le moment ça tourne fin octobre, une manifestation d'ampleur. Et en juin, sans doute, une promenade du côté du Staritz. Du côté du Staritz, du côté des CMP. Là où il y a une certaine nébuleuse sur le tracé. Une nébuleuse sur le tracé, puisqu'on a retenu le tracé H462, qui passe à l'est de CMP, à l'est de la décharge de CMP. Voilà. Et pourtant, celui qui est à l'ouest avait une caractéristique fonctionnelle, c'est pour ça qu'ils ont mis avec des réserves sur le pick-up print et avec des réserves sur la fonction. Parce que il faut, quand il y a un certain nombre de tunnels, qu'il y ait la capacité à un moment donné, en cas d'incident sous un tunnel, de pouvoir stocker des trains en dehors du train. Et c'était en dehors du tunnel. Et c'était prévu justement à l'ouest de CMP, où il était prévu un tiroir de près de 20 à 30 mètres encaissés dans les collines boisées, où il y avait 5 voies qui étaient prévues. Si on passe à la H462 à l'est de la décharge, il n'y a pas la capacité, il n'y a pas la place, il n'y a pas la ligne droite hors tunnel capable de faire ça. C'est pour ça que nous sommes sceptiques sur la H462 qui aurait été demandée par le maire de Saint-Jean-de-Luz aux grandes dames de la mairesse de CMP. Il y a là toute une série d'irrégularités qui vont apparaître dans les jours à venir, en particulier sur la zone artisanale du Hasquin, où il y a des caractéristiques de zone qui ont été annoncées par RFF et qui ne sont pas les bonnes. Mais en plus, je pense qu'il y a ces aspects fonctionnels qui vont jouer un rôle important. C'est là-dessus qu'en juin, nous irons faire un grand pique-nique et où nous irons poser une stèle contre le projet LGV. Et nous prêterons là serment que nous nous opposerons à tous les tracés, à tous les sondages, à toutes les enquêtes publiques et à toutes les DUP. Et si l'intimidation franchit la Vidasoa, eh bien oui, peut-être que certains d'entre nous iront en prison. Mais nous sommes décidés à nous opposer de toutes nos forces à ce qui est injuste. Et si au Val-de-Souze, il y a la main de la mafia, on constate qu'en France, il n'y a pas de place pour la mafia. La question que l'on pose, est-ce que c'est parce que la place est déjà prise? Je pense évidemment aux grandes BTP, à la société Mondalor, etc., des gens qui travaillent dans les ministères et qui sont des lobbyistes confirmés et expérimentés. Donc nous pensons qu'ils méritent plus la prison que nous si on s'oppose au sondage. Mais on sait bien qu'on aura un traitement plus favorable que le on veut souligner également que la précipitation à laquelle on assiste pour en faire un coup parti, hein, parce que
En fait, la limite qui avait été fixée par les assises du transport, c'était les coups partis, ben, on arrête. Or là, on veut en faire à tout prix un coup parti de façon à ce qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Hein. Et dans cette précipitation-là, il y a de nombreuses erreurs qui ont été commises par RFF sur le tracé. Et ça, ces erreurs-là, on va les dénoncer petit à petit parce qu'elles vont quand même revenir à la surface. Et ça montre un petit peu le manque de sérieux avec lequel ce dossier est mis en place et la précipitation également que l'on dénonce pour en faire un peu partie. Et sur la saturation des voies qui se gagnent, on vous a donné un certain nombre d'éléments, on a insisté sur le PIB, la croissance. Évidemment, on n'a pas voulu remettre sur le tapis ce qui était l'objet de la conférence qu'on avait fait la dernière fois, à savoir les travaux qui ont été faits sur la ligne existante et qui, contrairement à ce qu'a annoncé RFF, ont augmenté considérablement la capacité de la voie. Donc, quand nous avons demandé à RFF si la capacité de la voie est augmentée, ils ont dit que non. Nous leur avons autorisé par le sous-préfet, nous avons passé les diapositives et nous avons passé comme diapositive le document que RFF avait fourni à la médiatrice, document que nous n'aurions pas dû avoir, mais que nous avions, dans lequel les apports capacitaires sont détaillés. C'est environ 100 sillons entre Bayonne et Dax, et en conséquence, c'est toute une série de sillons au-delà de Bayonne-Dax, y compris sur le pont, que les experts suisses avaient observé, et les experts suisses, SMA Protrans, disaient qu'avec les blocs automatiques lumineux, on arrivait à 133 trains sur le pont, et avec les blocs automatiques lumineux plus l'évitement de Morsens, on arrive à 149 trains par sens sur le pont Adour. Ça fait donc 298 trains. Aujourd'hui, la capacité, elle est de 244. Et nous y ajouterons le choix qu'a fait RFF sur l'aménagement de la gare de Bayonne, avec le stationnement central des trains qui rebroussent, proposition de la CITEC, qu'ils ont durement critiqué et qu'ils ont désormais repris à leur compte, alors ils ont repris à leur compte ce qu'ils ont critiqué sur la CITEC. C'était impossible, c'est devenu possible. Ils nous l'ont présenté. Et la CITEC avait compté ça. 24 sillons de plus. Donc si vous dites 298 plus 24 sillons, vous voyez qu'on est déjà à 320 trains de capacité, les deux sens confondus, sur le pont. Et on n'y ajoute pas les 8 que la CITEC juge sur l'aménagement de Mousserolles. On l'a ajouté, mais on ne va pas le compter. Ce n'est pas tout à fait le même aménagement que la CITEC. Il y a un autre aménagement. Donc la CITEC jugeait que ça va donner 8 sillons de plus. Eux, ils vont dire que ça ne donne que 2 ou 0. Peu importe. 320, de toute façon, on n'arrivera pas à 320 trains. Hein, c'est la capacité maximale de la ligne. Donc, vous voyez que la saturation des voies est rejetée loin dans le temps. Et personne ne pourra dire en 2040, voire 2050, quels seront les transports, quelles seront les relocalisations nécessaires, obligatoires, etc. Quels sont les événements politiques qui feront qu'il y aura relocalisation, que l'agriculture soit une agriculture davantage de proximité ou pas, et d'autres termes et d'autres formes de transport, et la diminution des transports qui, à nos yeux, nous semble nécessaire. Voilà. Donc vous voyez que tout ça, c'est... Les paramètres vont dans l'autre sens. La volonté politique va dans l'autre sens. Nous sommes dans cette contradiction. Et nous vous invitons à suivre de près ce qui va se passer dans les mois qui vont venir et sur l'évolution de ces paramètres. Lors de sa dernière sortie médiatique, Michel Alloumari s'était posé la question de la légalité de la validation du tracé faite par le directeur de cabinet, enfin le directeur général du ministère des Transports. Et elle avait expliqué que si effectivement elle remarquait un vice de forme, elle ne pouvait pas en son nom saisir le tribunal administratif. Chose qui peut être faite que par, a-t-elle dit, les élus locaux, les mairies, ou par des associations d'usagers. Est-ce que vous,
si vous êtes prêt à vous armer d'avocats et de saisir le tribunal administratif pour remettre en cause cette validation de tracé. Nous avons programmé dans les semaines qui vont suivre les élections, nous avons sollicité les élus pour faire le point avec eux. Aujourd'hui, Après les législatives. après les législatives. Aujourd'hui, les élus sont dans l'Observatoire des transports sur la même longueur d'onde que nous. Ils ont rejeté avec force toute possibilité de passage en force de RFF. Donc, la manifestation de cet automne, nous n'envisageons pas que ce soit les élus soutenus par le cadre, comme ça a été fait, ou le cadre soutenu par les élus, comme ont été fait d'autres. Nous envisageons que cette manifestation soit conjointe. Et nous comptons leur proposer. Mais nous avons sollicité, comme nous faisons de temps en temps, nous faisons le point avec eux, nous avons sollicité une prochaine entrevue où évidemment nous allons aborder ce problème-là. Est-ce qu'il n'y a pas de problème de délai pour vous? Parce que Il y a deux mois de délai, donc on sera dans l'étape. Voilà. Bon, Madame Mayotte-Marie est quand même première adjointe du maire de Saint-Jean-de-Luz, en tant que telle, elle a toujours la possibilité de recourir. Hein. Elle a tapé en touche et elle vous a renvoyé. Voilà, non, mais on en discutera avec les élus, c'est un des points qui sera à l'ordre du jour qu'on abordera. Son action sera menée en concordance avec les élus. Voilà. Les 60% de frais qui ne passeraient pas par le Y-Bas, qu'est-ce qu'ils deviennent? J'ai pas bien compris. Pour le moment, le Fomento ne nous a pas classifiés de fret international. D'accord. C'est du fret qui va circuler de la péninsule ibérique, il n'a pas spécifié qu'il s'agissait de fret international. Il a simplement spécifié que ce fret-là ne pouvait pas emprunter le Y-Bas. Là, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qui va devenir? Bon, tout le monde sait qu'il y a une possibilité, à l'heure actuelle, ce qui va se faire, c'est que leur objectif à nos adversaires, c'est les voies existantes jusqu'à une certaine saturation. Et si saturation avérée il y avait, leur objectif, c'est au niveau du Rhône qu'il y ait un raccordement avec la voie nouvelle au côté français. Hein. Donc, il y a une possibilité, effectivement, de faire comme ça. Mais aujourd'hui, on en est très très loin. On en est très très loin, d'autant plus que la mise à écartement international jusqu'à Astigarraga, c'est pas la panacée. C'est-à-dire que si on veut capter du fret, il faut que la mise, il faut drainer bien plus à l'intérieur du territoire de l'État espagnol. Hein, donc parce qu'il faut aussi que les trains ils arrivent jusqu'à Astigarraga, etc. Ouais. Donc sur les voies existantes. Donc il faudra capter bien plus loin, et on en est loin, et en particulier avec les matières les plus importantes, les 55% de l'automobile, c'est un secteur qui subit de plein fouet. Il faut savoir également que les 60% des trains circulant sur les voies existantes de l'autre côté, ce sont des trains qui sont également à écartement ibérique. C'est-à-dire ceux-là, ils ne peuvent absolument pas franchir les voies. Hein. Il y a les deux qui vont circuler sur les voies existantes, par l'ajout d'un troisième rail. Sans parler du problème annexe des alimentations électriques, où en Espagne c'est du 3000 volts courant continu, ici c'est du 1500 courant continu, et sur le Y-Bas ça sera du 25 000 volts alternatif. Hein. Tout ça, ça va un petit peu compliquer les choses, mais bon, on va laisser ça à part. Hein. Mais visiblement, le fret qui va arriver à la frontière, toute la capacité ne passera pas la frontière. Or, cette capacité déjà entière, elle peut être absorbée par le existant de chez nous. Donc, c'est la raison pour laquelle là-dessus, on n'a aucun doute en ce qui concerne la saturation de la voie. Absolument aucun doute. On avait des convictions, maintenant on a des certitudes. Et on n'intervient pas en plus sur le succès de la voie de l'autoroute maritime Saint-Nazaire-Frijol, qui est assez réel, qui est prometteur, qui est encore marginal, mais qui est appelé à se développer, et d'autres voies. Là aussi, pourquoi on n'intervient pas? Parce que là aussi, on est pour introduire un paramètre humain. Hein, c'est-à-dire que là, il y a 3 allers-retours, ils ont changé de bateau, ils sont en avance au bout de l'an, ils sont en avance sur leurs prévisions, ils ont changé de bateau, ils ont pris un bateau plus grand, et ils envisagent de faire des allers-retours quotidiens. Et ils envisagent aussi une autre
une autre voie de Saint-Nazaire à Oviedo, non, à Vigo, voilà. Donc, voilà. Ceci dit, ces camions, ils arrivent à Saint-Nazaire. Et au bout d'un certain nombre de milliers de camions, on se met à la place aussi des gens qui habitent à Saint-Nazaire. Et donc, sinon, on pourrait multiplier comme des petits pains. Hein. C'est pas notre objet. Hein. Mais c'est quand même un élément important, très largement sous-estimé par le rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Moi j'ai une question technique juste. La 63 va passer de 2 à 3 voies d'ici, d'après ce que j'ai compris, 2 ans et demi, ce sera fait, ce sera terminé. Donc sur l'ensemble de la 63. Est-ce que cette donnée est prise en compte dans les prévisions officielles dont vous avez état, en particulier lors de la commission ad hoc qui se réunit à la sous-préfecture? Là, sur ce point, autoroute maritime, fret routier, c'est remarquable que le débat public a ignoré totalement les autres mondes. Mais c'est la même chose pour les autoroutes. Quand ils ont présenté leur dossier d'élargissement, ils ont ignoré le projet ferroviaire, ils ont ignoré le projet... donc il n'y a aucune coordination entre eux. C'est quand même remarquable cet aspect-là. C'est on y va, et puis s'il y a des morts, il y a des morts. Ceci dit, ça nous permet... Donc, pour le moment, il n'y a aucune cohérence entre les trois mondes. Personne ne met ça en avant, et nous l'avions, nous, souligné pendant le débat public, rien n'a changé là-dessus. Voilà. Ceci dit, tant qu'on y est, puisqu'on parle d'autoroute, que ça nous permette de régler une fois pour toutes... Parce que vos détracteurs vous reprochent de quand je vois que M. Rousset nous accuse de favoriser l'autoroute, je dois rappeler ceci, certains se rappellent peut-être, qu'une de nos actions communes, les opposants au LGV et les opposants à l'élargissement de l'autoroute, a été une opération escargot qu'on a fait un été sur l'autoroute. On les a menés en commun. Évidemment, c'est pas parce que les associations n'ont pas été capables de s'opposer à l'élargissement de la 3 voies, parce que c'était une voie existante déjà, etc., et qu'il y avait déjà un passé de négociation, d'amélioration de qualité, de double vitrage, etc., parce qu'on n'a pas été capable, je le mets pour nous aussi, de gagner, qu'on est pour l'autoroute. Je dois rappeler que nous sommes opposés à l'appel des Trois Fontaines. Nous avons participé pendant plusieurs années à l'appel des Trois Fontaines. Fontaine, c'est la sortie de nord de Mont-de-Marsan, là où passe la 65. Nous sommes opposés de toute nos forces à la 65, avec des arguments au point de vue financier semblables à la LGV, avec un PPP, avec un taux de rentabilité garanti qui va coûter la peau des fesses aux collectivités, avec le fait que la rentabilité n'était pas garantie par le nombre de voyageurs. Aujourd'hui, on y est, on est en plein, c'est une autoroute déserte et c'est la plus chère de France, et c'est pas fini, et c'est les collectivités qui vont le payer. On s'est opposé de toute une force contre des gens qui s'appelaient Rousset. Alors, nous accuser d'être pour l'autoroute et faire un écran de fumée sur sa responsabilité. Vous savez qu'il y a une taxe au camion qui est poussée aujourd'hui à l'Europe et qui n'est depuis des 5-6 ans et qui n'est toujours pas votée parce que le lobby du camion est important et que des gens comme Mme Massour qui sont pour la LGV votent contre cette taxe camion. Et ils viennent nous expliquer ici qu'il faut s'opposer au camion, que sur l'éventualité de vote de cette taxe, il y a déjà 3 régions qui ont demandé une dérogation pour ne pas l'appliquer, dont l'Aquitaine. Et c'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons. Voilà. De la même façon, ces gens-là, M. Rousset, quand je le croise, il me dit que ça en passant, merci de vous être allié avec Alliot-Marie. Je dois dire que je n'ai jamais rencontré Alliot-Marie. Voilà. Mais lui, il a signé
au niveau de la région avec l'UMP, le Front National. Et lui, quand il vient à Bayonne, il va manger au cheval blanc avec René Espanol pour traiter de l'Algérie. Donc, assez de rideaux de fumée pour se cacher et accuser les autres. Hein, sur cet aspect, en tant que je suis parti aussi sur les modes. Voilà. Voilà, que ce soit réglé, parce que ces gens, ils ont une cul au monstre. Ils ont une cul au monstre. Et c'est pas parce qu'ils ont une culot qu'ils sont plus intelligents. Voilà. Je voudrais reprendre ma question. Et que je le dirais éventuellement dans un débat public avec lui s'il l'acceptait. Mais et on pourrait rajouter même que lorsqu'il vient à Cibourg, pour se débarrasser de nous, il nous invite à le rencontrer à Bordeaux, on attend toujours son invitation. Excusez-moi, vous avez parlé de l'initiative des 3 présidents de communautés de communes qui sont allés donc à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire? Boire un café, aller-retour en avion. Qu'est-ce que ça vous inspire? Les trois présidents des communautés de communes qui sont allés à Paris mardi. Eh bien, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au sein du gouvernement qui se termine, ben c'est clair, de grandes luttes d'influence. C'est évident que quand on voit la position de Mariani, de Mariton, de NKM un petit peu, etc., de Le Maire, et quand on voit les positions de, je ne sais pas si je dis Fillon ou de son responsable transport, celui qui vient de passer à l'RFF, il y a des oppositions importantes au sein du gouvernement. Les élus, eh bien, ils sont tombés dedans. Voilà, ils sont tombés dedans. Parfois, ça a ouvert des portes, et parfois, ça ferme les portes. Et oui, mais ça nous inspire qu'aujourd'hui, la porte est fermée, et que ce qui l'emporte, c'est ce que nous venons de dénoncer, c'est ce fameux réseau occulte qui se met à la place des politiques pour prendre des solutions politiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans l'échec de cette réception, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est là. Mais on ne se fait pas d'illusions. Hein, ça va arriver en septembre, avec le prochain gouvernement, quel que soit le président de la République. Aujourd'hui, il y a de telles habitudes, de tels lobbying, il y a des groupes qui gouvernent à la place des politiques. Voilà, et quand on voit que Vinci, c'est le grand stade, c'est Notre-Dame-des-Landes, etc., il y a vraiment un découpage de territoire. Le Grand Ouest, c'est pour Vinci. Voilà. Eiffage, c'est pour Lille, je comprends. Voilà, voilà, et des tas de trucs comme ça. Et au niveau Total, et tout ça, c'est pareil. Le Total, c'est pour le grand... C'est pareil pour les gazoducs, etc. Il y a un partage. Voilà, il y a un partage du morceau. C'est du gâteau. Il y a un élément sur lequel on peut revenir également, c'est une mise en garde. Une mise en garde pour les concitoyens, parce que dans l'approbation ministérielle, M. Burceau dit les acquisitions anticipées des biens bâtis. Autrement dit, d'ores et déjà, RFF va commencer à prospecter pour les acquisitions de biens. Donc on met en garde nos concitoyens pour qu'ils ne signent absolument rien, parce que ce tracé est truffé d'erreurs, dans un premier temps. La précipitation que l'on met pour en faire un coup partie met en danger les propriétaires actuels qui sont sur le fuseau. On leur demande de ne rien signer, de se rapprocher des associations avant toute action. Parce que ça se fera à leur dépens. Et juste un petit mot sur les convocations, convocations récentes de certains d'entre eux. C'est un aspect nouveau qu'on découvre, c'est le fait que dans plusieurs villes, villages, il y a des tentatives d'intimidation à l'encontre des militants, que ce soit parce que nous plaignons des mots d'ordre sur les routes, ou encore parce que par exemple, des tracts de publicité pour GPSO ont disparu. Et donc, on a été dans ces deux cas-là, convoqués pour être entendus. Qui a été convoqué? Des militants. Beaucoup. Staritz, par exemple. Combien? Deux.
Les deux. Voilà. Avec 2 points. Avec 2 points. Mais convoqué au commissariat. Voilà, gendarmerie. gendarmerie. Ah, donc à Ustaritz et où aussi à Urune. À Urune, ça Urune également. Voilà. Le problème s'est réglé à l'amiable. C'était sur Parce que l'inscription. disons, l'intimidation ou la répression, ça n'était pas la solution. Donc, il a été convenu que ça n'irait pas plus loin. Mais à l'origine, il y a eu quand même des convocations. Et donc, à Ustaritz, ça a été sur 2 aspects. Le premier aspect, ça a été sur le fait que plusieurs de nos militants ont été cherchés pour participer à la concertation de RFF. Il y avait des bulletins et des enveloppes qui étaient fournis. Or, et il n'y avait, pour le Pays Basque, il n'y avait que très peu de points où ces papiers étaient disponibles. Donc il y avait la sous-préfecture, la mairie de Bayonne, Arcang, non pas la CCI, et la DDE, il y avait 4 endroits. Donc pour pouvoir répondre, nous avons été chercher ces documents. Nous pouvons même dire que nous avons dû photocopier et imprimer des milliers de bulletins réponses pour pouvoir répondre. Donc là, on a été chercher, oui, ça. Quant à la disparition d'un totem à Arcang, eh bien, on s'y mettre à l'instant du Front de libération des Nains du Jardin, il y a eu un front de libération des totems de RFF et on ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Vous avez été convoqué quand? Il y a 3 semaines. 3 semaines. Moi-même, j'étais convoqué, mais je sais pas de... Et moi, j'ai répondu parce que j'ai pensé que c'était quelque chose de très privé, étant donné que le papier dans la boîte aux lettres disait affaire vous concernant. Donc ça pouvait être une infraction sur la route, rien n'était supposé être en relation avec mon appartenance à mon association. Donc, et là j'ai découvert que ce n'était pas une plainte de la part du maire d'Arcang. Apparemment, je n'ai pas eu le mot technique, mais je pense que c'était une simple main courante. Enfin, on voulait me secouer les bretelles. Donc personne n'est convoqué au tribunal pour l'instant. Non. Audition à la gendarmerie. Mais c'est nouveau comme action. On est au niveau des Nains de Jardin pour le moment. Ouais. Voilà. Mais bon, on a bien compris le message qui veut dire que peut-être que les prochains sondages, etc., seront plus consistants. Les phases qui suivent vont probablement plus animées. Il faut dire, on est prêt. Après, comme le dit Victor, on ne lâchera pas. On lâchera pas. Voilà.